De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Hamzat Boukari Yabara, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et nous venons d'être rejoints par un autre invité, M. Kenneth Félio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Synergie Lionel Zinsou, Bénin 2016. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Je vous remercie. Tout de suite, chers auditeurs, le dossier du jour. Premier volet de notre semaine consacrée à l'élection présidentielle au Bénin. Ils sont plus de 30 candidats en lice et de l'avis de nombreux observateurs, le scrutin présidentiel de 2016 est le plus ouvert que le pays ait jamais connu. Alors le président sortant, Yahi Boni, ne sera pas candidat à sa propre succession. Alors comment les électeurs béninois se préparent-ils à ce scrutin? Quels sont les programmes de société qui retiennent l'attention? Élément de réponse avec ce sujet de Deogracias Podo. Le 28 février 2016, près de 5 millions d'électeurs béninois se rendront aux urnes pour élire celui qui succédera à Boni Yahi, le chef de l'État sortant. Et pour la première fois depuis 1990, près d'une cinquantaine de candidats, dont 4 femmes, ont dans un premier temps déposé leur dossier auprès de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Dans cette course au palais de la Marina, se sont surtout engagés des ténors de la sphère politique, notamment l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou, les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Ajavon, l'ancien Premier ministre Pascal Irénée Koupaki, l'ex-président de la Banque ouest-africaine de développement Abdoulaye Bio Tchané ou encore Marie-Élise Bédo, ancienne ministre. Les observateurs sont unanimes, 2016 est une année décisive pour le peuple béninois. L'enjeu est important et le scrutin du 28 février suscite de nombreuses interrogations. Comment comprendre cette absence des formations politiques traditionnelles? Quelles sont les forces et faiblesses des principales coalitions? Quelle est l'influence des hommes d'affaires dans ce scrutin? Entre habitués des joutes électorales, candidats indépendants, alliances politiques ou encore influence de l'argent, les analystes béninois et les électeurs y vont chacun de leurs commentaires. L'élection présidentielle de 2016 marque un tournant décisif pour la démocratie au Bénin. Les électeurs devront cette fois-ci choisir l'un des candidats en lice, pour la plupart méconnus du paysage politique national. Le Bénin organise sa première élection présidentielle sans le feu président Mathieu Kérékou. Une page de l'histoire politique sera bientôt tournée en l'absence des formations traditionnelles, dont entre autres celle de l'actuel maire de Cotonou, les Hadi Soglo, ou encore le Parti du Renouveau démocratique du président de l'Assemblée nationale, Adrien Houbedi. Lorsque vous parlez des partis politiques qui sont un peu absents dans le débat politique actuel, vous pensez par exemple au parti PRD, le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Houbedi, la Renaissance du Bénin, dont les géniteurs sont le président Nicéphore Dieudonné Soglo et son épouse, le PSD en temps dirigé par Bruno Amoussou et légué à Emmanuel Golou. Je crois que c'est déjà ces 3 partis politiques. Alors pour mieux comprendre leur absence dans le débat politique actuel, il faut comprendre tout simplement, lorsqu'on prend cas par cas, le PRD, ils ont décidé au niveau, lors des universités de vacances, de ne pas présenter un candidat officiel pour le compte des prochaines élections présidentielles. Le Bénin à la veille de la présidentielle. Les candidats potentiels tentent de rassurer leurs sympathisants. Officiellement, la campagne électorale se déroulera du 12 au 26 février 2016, occasion pour les protagonistes de convaincre les électeurs indécis. Mais déjà, entre tournées politiques et différentes rencontres d'échange, les formules se multiplient. Plus remarquable encore, l'option des alliances politiques qui ne fait pas forcément l'unanimité. Rien ne changera fondamentalement si on ne réussit pas résolument les réformes politiques nécessaires. Les réformes politiques nécessaires, c'est qu'il faut revoir fondamentalement cette chose-là, la charte des partis politiques, et qui est un peu responsable de tout le désordre qu'on observe, parce qu'en favorisant et en autorisant les alliances politiques, on assiste à des alliances contre nature. Avant l'ouverture de la campagne électorale, les tractations se sont multipliées pour parfois aplanir les divergences. Par le passé, les hommes d'affaires étaient considérés comme faiseurs de roi sur l'échiquier politique béninois. Ils avaient un poids important dans les stratégies politiques et le financement des campagnes durant les divers processus électoraux et même au-delà. Ces dernières années, ils se sont reconvertis en leaders politiques. Désormais, pour beaucoup d'entre eux, l'enjeu de cette nouvelle posture est crucial pour assurer leur survie dans l'environnement socio-économique du pays. Auparavant investisseurs, dorénavant acteurs de premier plan, d'autres raisons justifient également cette mutation. On devient homme politique parce qu'on a de l'argent. Mais ce qui me réjouit, le peuple n'est pas bête. Ma foi, on n'achète pas tout, on n'achète pas le cœur.
Donc, on a les plutocrates qui donnent l'argent. C'est vrai, ils ont du monde. En fait, ils arrivent à réunir du monde. Mais ce sont les mêmes qui passent de gauche qui vont à droite. Le rôle de l'argent dans cette élection n'est que tout simplement l'élément fondamental qui permet aux différents candidats de mobiliser la foule. Ce n'est que l'argent qui détermine les convictions. Les gens n'ont pas fondamentalement de conviction politique ou de volonté de contribuer à quelque développement que ce soit du pays. La Constitution du 11 décembre 1990 a créé des institutions de la République. Les partis politiques aussi constituent des institutions du fonctionnement du processus démocratique. L'État béninois doit tout faire pour que ces partis politiques aient des modes de financement public clairs, bien définis. Pour la plupart des Béninois, l'un des principaux défis sera aussi de tenir un scrutin calme et apaisé. Malgré les antagonismes et parfois des invectives, militants et sympathisants se veulent confiants. Mais il s'agirait surtout de deux camps qui s'affrontent, notamment le parti au pouvoir et ses alliés, face aux candidats se réclamant de l'opposition. Au niveau de tous les ballons politiques et des candidats, ça se passe bien. Nous ne voulons pas de dérapage dans le pays, parce que ce pays est pour nous tous. Il y a la paix chez nous et la paix doit toujours demeurer au Bénin. Depuis l'instauration de la démocratie en 1990, chaque période électorale semble unique. Dans les rues de Cotonou, chacun y va de son commentaire sur la situation sociopolitique du pays. Certains sont alarmistes, dénonçant notamment la corruption dans le jeu politique, d'autres pariant simplement sur un renouveau du pays, avec un changement au sommet de l'État. Quoi qu'il en soit, les Béninois ne cachent pas leur détermination. Chacun est convaincu de la victoire de son leader, mais à condition que le scrutin soit transparent, juste et équitable. Ce rapport de force se résume en deux thèmes. Il s'agit de la continuité et de la rupture. Ceux qui ont opté pour la continuité, on les connaît. C'est tous ceux-là qui s'alignent derrière Lionel Zinsou. Et ceux qui soutiennent la rupture, à les écouter, les arguments qu'ils développent, c'est que pendant ces 10 dernières années, on n'a pas tenu compte des désirata du peuple béninois, des désirata des forces politiques. Ce quinquennat transitoire, il faudra vraiment un président de poigne, un président visionnaire qui n'est pas accroché au pouvoir, qui n'est pas venu que pour la jouissance du pouvoir politique. Et je crois que là, on peut espérer. Les candidats à la présidentielle donnent rendez-vous aux électeurs béninois à compter du 12 février 2016. 2 semaines de campagne pour exposer leurs différents programmes. Tous les regards sont désormais tournés vers un pays qui devra faire preuve de maturité politique et préserver ses acquis démocratiques. Le prochain président béninois sera-t-il un proche du président sortant Boni Yayi ou issu des rangs de l'opposition? Réponse sans doute au soir du 28 février 2016. Kenneth Fellio, c'est le scrutin le plus ouvert que le Bénin n'ait jamais connu. 35 candidats sont en lice, dont 3 femmes. Pourtant, aucun candidat n'est pour le moment donné favori. Que se passe-t-il au sein des grandes formations politiques du pays? Alors, ce qu'on peut constater, en fait, c'est que l'histoire politique du Bénin est une histoire, je dirais pas compliquée, mais qui traverse encore une phase de transition. Il faut rappeler que la conférence nationale de 1990 a permis de passer d'un régime autoritaire à un pluralisme démocratique. On a pu noter à un moment même qu'il y avait donc à peu près 107 partis au Bénin et que finalement les gens qui avaient été frustrés et qui ne pouvaient pas s'exprimer ont pu, grâce aux partis, s'exprimer correctement. Mais le mal qui ronge l'actualité politique actuelle du pays, à mon sens, vient également de cette même conférence nationale qui a permis d'amnistier très clairement les crimes économiques et politiques. J'insiste sur les crimes économiques qui sont ceux du détournement de l'aide publique au développement, qui sont ceux du détournement et d'abus de biens appartenant à l'État et qui ont muté d'une période à une autre. Monsieur Fellio, justement, vous mentionnez la conférence nationale. Beaucoup d'observateurs et de politiciens s'inquiètent en tout cas du climat sociopolitique actuel au pays et ils réclament une conférence nationale bis. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas là une solution? Alors, le nouveau président sera obligé de réunir en fait une sorte d'assise pour faire le point sur les États généraux, pour faire le point sur ce qui s'est passé par rapport à cette période qui dure 25 ans. Après 25 ans, il est nécessaire de se réunir pour faire le point sur les éléments qui ont amené à cette, je dirais pas une dérive, mais à cette panne de la démocratie dans notre pays. D'autant que s'est installée ce qu'on appelle la plutocratie. En fait, on a bien
pu constater, grâce à ce reportage, que des hommes d'affaires ont pris le pouvoir, ont commencé par financer les campagnes électorales, quelque part les partis politiques, mais en même temps qu'ils finançaient, ils arrivaient à avoir des marchés d'État et se trouvaient au centre de conflits d'intérêts. D'ailleurs, où en est le taux de corruption? Alors, le taux de corruption, au niveau du rang, nous ne sommes pas très bien placés. Donc, ce qui est triste, et je pense qu'il nous faudra un chef d'État visionnaire pour commencer par faire le point sur la corruption, d'autant que le Bénin est doté, au niveau de la loi, d'une législation extrêmement solide et que personne ne veut appliquer faute de volonté politique. Merci. Monsieur Hamzat Boukari Yabara, au nombre des grands absents, en tout cas de cette campagne, il y a le PRD qui n'a pas présenté de candidat, le PSD ou encore le Parti Renaissance du Bénin. Est-ce que ces formations ne répondent plus finalement aux attentes des électeurs béninois ? Alors, ces formations, pour la plupart, se sont ralliées derrière la candidature du candidat représentant le parti présidentiel. Et qui ne fait pas l'unanimité. Mais qui ne fait ni l'unanimité dans son camp, ni en dehors de son camp. Donc, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'on a une opposition qui se rallie au pouvoir présidentiel et qui, en même temps, entraîne une scission en son sein, en même temps que l'on retrouve une scission dans le parti présidentiel. Donc, il va sans doute y avoir un nouveau paysage politique, de nouvelles coalitions qui vont se mettre en place dans le cadre de cette campagne-là. Des coalitions qui effectivement seront en partie basées sur la collusion entre le monde des affaires et le monde politique. Donc je crois que la démocratie risque d'être relativement perdante de cette élection du fait que l'opposition n'a pas été en mesure, pour le moment encore, la campagne va bientôt commencer, mais de présenter réellement une alternative pour un véritable changement. On parle beaucoup de renouveau de la classe politique. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre de génération politique au Bénin, finalement ? Alors, le Bénin garde quand même une tradition démocratique. Il y a plus de 30 candidats de toutes sortes, des anciens ministres, des personnalités de la société civile, des opérateurs économiques, des femmes, des jeunes, etc. Donc, à ce niveau-là, il y a une ouverture démocratique. Néanmoins, dans la capacité à faire émerger un véritable débat politique qui propose des alternatives, qui propose des choix, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire et que la jeunesse, de par sa situation économique, est peut-être un peu trop facilement manipulable par des barons qui ont cette expérience de la chose politique aujourd'hui. Jean-Marie, la candidature de Lionel Zinsou, qui est actuellement Premier ministre, ne cesse de diviser, mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? D'après ce que j'ai entendu, on est en train de reprocher au candidat Zinsou le fait qu'il n'ait pas vécu au Bénin. En fait, sur ce plateau, nous déplorons toujours le fait que dans les États africains, vous avez la diaspora qui est mise au bord de la route. C'est-à-dire la diaspora est perçue comme étant une menace pour les acteurs économiques qui sont en place. Donc c'est pas étonnant. Dans la mesure où les gens vont vous chercher parce qu'il n'y a pas de programme politique, si vous voulez, en tant que tel. Vous avez parlé d'opposition. Le Bénin a été parmi les pays pionniers en Afrique, si vous voulez, en matière de démocratie pour se battre avec la conférence nationale, les conférences nationales de tous les États. Ils ont été les premiers. Donc, c'est-à-dire ces débats de basse-cour là, bon, moi ça m'intéresse pas beaucoup, tout simplement pourquoi nos pays africains ont besoin de toutes leurs compétences. Quelle que soit la provenance du candidat qu'on retrouve sur l'échiquier politique, ce candidat-là, dès l'instant où il a la nationalité béninoise et qu'il est reconnu par rapport à ça, il ne faut quand même pas oublier que M. Zinsou, il ne tombe pas de n'importe où. M. Zinsou, si vous voulez, son père a quand même dirigé ce pays-là pendant une année. Donc, son oncle, donc il a quand même une expérience politique derrière lui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré. On parle toujours de l'amélioration des conditions de vie des Africains, de nos populations africaines. Monsieur Zinsou, c'est quelqu'un qui a une expérience dans les affaires. Donc cette expérience-là peut très très bien servir à un pays comme le Bénin. Je ne vois pas pour quelle raison. C'est-à-dire il sera évacué de la scène politique sous des prétextes qui me semblent personnellement fallacieux. Le fait qu'il n'ait pas vécu au Bénin, on n'a pas besoin de vivre, si vous voulez, de manière endogène dans un pays pour pouvoir saisir la quintessence des problématiques qui se posent, si vous voulez, dans ce pays-là. Maintenant, l'aspect politique a un autre aspect que, de mon point de vue, la démocratie n'est pas menacée. C'est tout simplement lié au fait que l'opposition n'est pas structurée en face. C'est tout le temps ça qui se passe dans nos États africains. C'est que à l'approche des élections présidentielles, vous avez toujours des gens qui crient « haro », alors qu'en face, vous n'avez pas une opposition qui est structurée. Vous n'avez pas des propositions claires. Oui, Monsieur Féliot, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Synergie, Lionel Zinsou, Bénin 2016. Nous l'avons dit, il est actuellement Premier ministre. Oui.
Comment va-t-il financer sa campagne? Est-ce qu'on ne lui demande pas, du bout des lèvres, de démissionner avant de se présenter? Alors justement, ça me permet d'apporter également la contradiction un peu à mon contradicteur en face, qui disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de programme. Il y a un programme, sauf qu'on n'est pas encore en campagne, et qu'à partir du 12, le programme va être révélé, très clairement. Autre chose, dire que Lionel Zinsou n'a pas vécu au Bénin est faux, puisqu'à l'âge de 12 ans, à Niki, au nord du Bénin, avec son vélo, il courait derrière les vautours. C'est une anecdote un peu marrante, mais c'est pour dire que cet homme... Mais en tant qu'adulte, jusqu'à l'âge de 20 ans, il allait au Bénin jusqu'à ce que son oncle soit interdit d'aller au Bénin parce qu'il avait été condamné à mort par contumace par le régime de Kérékou. D'autre part, j'insiste sur la personnalité de cet homme qui est véritablement un altruiste et qui a une idée de la nation. La nation englobe tous ses enfants. La nation a une dimension, c'est Ernest Renan qui le dit bien, la nation a une dimension émotionnelle très forte. Nous, les enfants de la diaspora, nous avons notre rôle à jouer dans tous les pays qui ont émergé. Et je commence par la Chine, qui est justement emblématique. La Chine a commencé par avoir une diaspora forte qui lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Le Maroc a pu devenir un pays presque émergent grâce à sa diaspora et bien d'autres pays. Donc, Lionel Zinsou fait partie de la diaspora, il nous permet d'être droit en France, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est béninois, tout le monde s'en souvient, et je peux dire également que c'est un altruiste parce que avant même d'envisager une action politique au Bénin, il a été gracieusement le conseiller à Ebony, ils ne se sont pas forcément entendus, donc il a dû démissionner, il n'était pas payé pour cela. Est-ce que les Béninois ne s'attendent pas justement à un changement? Les Béninois ne le connaissent pas, et c'est ce pourquoi Synergie et d'autres personnes de la diaspora s'acharnent. Nous essayons de faire en sorte que les Béninois le connaissent. Les Béninois le connaissent un peu parce qu'il a créé une fondation qui est subdivisé sur tout le territoire, principalement à Cotonou et aussi à Ouida, où il a permis déjà à 4 millions de jeunes enfants béninois d'avoir un imaginaire culturel, puisqu'ils viennent gratuitement, comment dirais-je, connaître l'art africain et béninois. Merci, donc, merci beaucoup. Une personne comme ça, à mon avis, peut donner un sens et une perspective à notre pays. Merci beaucoup, messieurs. Il est temps de marquer à nouveau une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite, la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.